Je m'appelle Valérie Gagné, je suis formatrice et intervenante en comportement du cheval, certifiée en éthologie par l'Association internationale des zoos et des aquariums. Alors, association qui veille bien sûr au bien-être et à l'étude des animaux. Donc, dans mon cas, les équins. Les équins, parlons-en. Je suis assez américanisée. Je suis maintenant en Estrie, dans le sud du Québec, tout juste à côté de la frontière. Donc, on est à 10 minutes de la frontière américaine du Vermont. Et évidemment, j'ai de grandes influences américaines dans mon parcours. J'ai étudié là-bas aussi en comportement. Et on va parler aujourd'hui un peu de horsemanship américain, de Parelli, de Monty Robert, mais pas des angles qu'on connaît nécessairement. Caroline Resnick, Caroline Volant Rider, de différentes, de Warwick Schiller, naturalisé aux États-Unis maintenant, australien à l'origine. Et on va parler d'un peu ce qui se passe aux États-Unis en termes de horsemanship. Chose qu'on appelle maintenant trauma-informed horsemanship. Alors, allons-y. Eh bien, d'abord, évidemment, toute l'histoire américaine et le développement du quarter horse, du paint et tout ça, c'est une longue histoire. J'ai envie plutôt de parler de ce qui a influencé vraiment, à partir de Parelli, de Monty Robert même avant, ce qui a influencé les grands courants de pensée, même ici au Québec. Donc, avec Monty Robert, dans les années 60-70, les gens ont commencé à faire le join-up. Donc, ce qui était à l'époque complètement normal, les débourrages, par exemple, dans certaines coutumes amérindiennes avec le cheval et dans certaines coutumes du Far West, le cheval était jusqu'à Parelli, puis peut-être que ça se fait même encore aujourd'hui. Donc, pour débourrer le cheval, on l'attachait, on le jetait par terre, et quand il arrêtait de bouger, là, on s'organisait pour être dessus au moment où il allait se relever, et c'était sa première monte. Donc, le cheval allait dans un état qu'on appelle un état de pétrification. En anglais, il y a même une expression « mortified », je suis mortifiée. On va dire « mortified », mais il y a comme un aspect de pétrification, de comme mort là-dedans. Chose qu'on comprenait pas, qu'on savait pas à l'époque. Alors, arrive Monty Robert, qui a été, je crois, lui-même victime de violence de la part de son père et qui voyait beaucoup de violence dans le monde des chevaux. Et il s'est dit, ça se peut pas, il doit y avoir une autre façon de faire. Et donc, il a commencé à travailler avec les chevaux, mais complètement différemment. Et il en est venu à développer la technique du join-up. Que vous soyez intéressé ou fervent ou pour ou contre, ce n'est pas la question. C'est qu'il faut placer les choses où elles vont et comprendre d'où on vient en termes du cheval dans le loisir. La performance, c'est autre chose, sur les traditions, donc les Jeux olympiques, le dressage, les disciplines western. C'est comment je pourrais dire, c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui entre dans toutes ces traditions-là de performance, mais c'est monsieur, madame, tout le monde qui se laisse influencer dans les écuries par la philosophie du jour, évidemment, parce que l'équitation et les arts équestres et la pratique d'être avec les chevaux, tout est une question de tradition, de on le fait comme ça, on pourrait commencer à essayer de le faire comme ça. Et donc, c'est vraiment une transmission. Donc, la petite fille de 10 ans, 13 ans, qui va à ses cours d'équitation, et là, elle voit sa coach faire des choses incroyables avec les chevaux, puis elle se dit « Oh mon Dieu, c'est ce que je veux ». Elle réussit. Et là, il y a évidemment une admiration qui s'installe et c'est propice à la transmission des connaissances. Que ces connaissances-là soient bonnes ou non, évidemment.
Donc, on veut savoir, on regarde les gens qui réussissent bien. Dans mon cas, je suis vraiment rentrée par la porte du bien-être, du comportement et des résolutions de trauma. Donc, quand je suis arrivée vers le cheval, c'est ce qui m'intéressait. Dans ma vie avant, j'étais en périphérie, en communication, des services humains, la DPJ, ces choses-là, les programmes de formation pour les intervenants dans ces milieux-là, mais j'étais en Ontario. Donc, c'est un petit peu un retour au Québec pour moi, d'une certaine façon également. Ça fait pas tellement longtemps que je suis revenue. Alors, le join-up de Monty Robert, eh bien, il faut connaître. Donc, j'ai dit qu'il allait être question de Monty Robert, de Natural Horsemanship de Parelli, ensuite de ça, de Caroline Resnick, de Caroline Best-Volant, et on va parler de Warwick Schiller aussi. Ce sont des influences fortes à moi. Alors, pour l'historique du join-up. Alors, le join-up, évidemment, aux États-Unis, à différents endroits, au Nevada, mon Dieu, un peu partout, même en Californie, il y a des endroits où il y a des chevaux qui sont férots, c'est-à-dire que leurs ancêtres avaient été domestiqués et là, maintenant, ils sont de retour dans la nature. C'est des chevaux sauvages, mais en réalité, ce sont des chevaux férots. Et il y a une grande tradition, évidemment, d'aller les récupérer, de les entraîner, de les revendre, bon. Monty Robert a commencé à travailler avec le cheval, mais dans un rond de longe, sans rien demander au cheval, mais simplement de faire une douce habituation à la pression. Et il a bien vu comment le cheval réagissait et que lui-même était de la pression. Donc, le join-up, donc c'est rejoindre, hein? On se join, on se rejoint. Le join-up, c'est le cheval qui décide quand il est prêt à le faire, donc il vient nous rejoindre. Et essentiellement, tant et aussi longtemps que l'homme se place au milieu du rond de longe, donc on va Monty Robert au milieu du rond de longe, et là, le cheval est inquiet, regarde à l'extérieur, hein, c'est une fuite, et donc la tête est pas du tout à regarder l'humain, le cheval est libre dans le rond de longe, et il court en regardant à l'extérieur, en se disant, je sortirai bien d'ici. Et tout son comportement dit, ceci est trop, je sortirai bien d'ici. Pendant tout ce temps-là, Monty le suit doucement, le regarde, le suit, et si le cheval tentait d'aller vers lui dans une espèce de force de charge, qui est tout simplement un autre mécanisme de défense, il y a la fuite, mais il y a aussi la lutte. Check-moi bien me débarrasser de la situation, hein? Le cheval va comme charger. Ah, c'est dommage, vous voyez pas Haro. Hey, belle perte. Tu fais belle perte. N'importe quoi. Alors, le cheval peut commencer un début de charge et là, de se faire approcher comme ça, Monty mettrait davantage de pression. Puis pour lui, il y a juste question de mettre la main comme ça et le cheval retourne sur le bord du rond de longe et continue à bouger. Jusqu'à temps que on remarque que lorsqu'il est en fuite, donc Monty ne met pas de pression nécessairement, mais sa présence est une pression pour le cheval. Donc le cheval regarde à l'extérieur, et là, à un moment donné, on voit que le cheval commence à mettre un œil et son esprit commence à revenir sur l'homme qui est au milieu du rond de longe. Donc, je vous invite à aller voir sur YouTube Join Up Monty Robert, M-O-N-T-Y Robert, Monty Roberts. Et là, j'espère que vous entendez bien parce qu'on a commencé avec la chaîne ça en arrière. C'est des choses qui arrivent. Et là, l'œil commence à aller vers l'humain. Et là, le cheval continue. Et l'œil revient, mais un peu avec intérêt. Donc là, c'est tout d'un coup que psychologiquement, là, le système nerveux, il y a un petit peu plus de place. Là. Psychologiquement, là, la fuite a eu lieu. Le cheval n'est pas attaché, il est pris dans le rond de longe, mais il n'est pas attaché. Donc, la fuite a comme pu
prendre son cours, quoi qu'il n'ait pas été capable d'aller assez loin. Et là, il voit que l'humain bouge pas trop, rajoute pas trop de pression. Et là, son esprit revient tranquillement, se pose périodiquement sur l'humain. Et là, à un moment donné, le fait que tout reste stable, l'humain ne donne pas de signaux différents, l'humain ne surprend pas le cheval, ne rajoute pas de pression, mais connecte et a une posture douce. Donc, Monty Robert reconnaissait totalement l'importance de la posture. Hein. Des fois, il s'agit de ça et le cheval se sent menacé pour certains chevaux. Donc, et là, l'œil se pose, et à un moment donné, si le cheval pose l'œil et tente de revenir vers l'humain au milieu, mais tente de revenir avec cette espèce de « OK, ben de bord, je vais te coller ou je vais te pousser ou je vais... » Tu sais, pour évidemment rentrer dans une fuite qui est plus de l'ordre de aller chercher la protection, comme le bébé le fait. Donc, la fuite amène à différents comportements, évidemment, dépendamment du style du cheval aussi. Et donc du tempérament de base et de sa race et tout ça, sa génétique et son phénotype, les comportements de défense sont différents d'un cheval à l'autre. Mais ils peuvent tous faire tous les comportements. Et donc, si le cheval essaie de revenir, mais par une espèce de nervosité pour aller s'accrocher à l'humain, là, à ce moment-là, Monty refuse et de sa main, que lui appelle la patte du prédateur, hein, c'est comme la patte qui va aller menacer le cheval, eh bien, le cheval, avec un peu de pression, comme juste un tout petit peu de pression, retourne en fuite, retourne sur le rond. Et là, il va revivre l'espèce de revenir à lui un petit peu plus, parce que là, il se passe rien d'autre, on n'a pas ajouté d'autres stimuli. Hein? Il y a juste l'idée de « je suis très proche de l'humain dans un endroit où je peux pas sortir ». Bon, c'est pas rien pour un cheval quand même, vu qu'ils sont claustrophobes de nature, comme le dit Parelli, mais quand même. Alors, et là, l'œil va se poser et à un moment donné, il y a une espèce de... Là, tout d'un coup, le cheval, le stress est allé vers la fuite et comme le cheval n'a pas été... Ça, c'est l'analyse vraiment qu'on comprend maintenant, mais que Monty Robert n'avait pas nécessairement à l'époque. C'est-à-dire que quand il y a de la fuite, mais si le cheval, il peut quand même aller de l'avant, puis physiquement aller dans un trot, eh bien, déjà, il y a un dénouement qui se fait. Le trauma, c'est quand le cheval est retenu, OK? Le trauma, c'est vraiment là quand le cheval essaie de se sauver de la situation et ne le peut pas. Alors, ça, c'est un autre super tenant du horsemanship de Parelli, de Monty Robert. Alors, Neil Davis. Neil Davis, plutôt, pas de Niels. À ce moment-là, le cheval a comme relâché son stress et a commencé à observer parce qu'il y a eu assez de temps. Il y a un aspect de temps et de rythme de l'esprit du cheval aussi à l'intérieur de tout ça. OK? Alors, et là, le cheval pose son esprit, pose son œil sur la personne au milieu et là, tout d'un coup, se rassure à chaque fois qu'il a posé son esprit et là, tout d'un coup, on va voir que le cheval, de son œil, va interpeller l'humain. Il va vraiment comme voir qu'il est là. Et il y a une espèce de pause qui se fait et les chevaux font ça entre eux. Donc, le cheval qui rentre dans les autres chevaux, c'est lui qui fâche les autres chevaux. Si on mettait des caméras au ralenti, on verrait que les chevaux négocient leur approche comme « je m'en viens, OK, viens-t'en ». Et c'est une fraction de seconde et ils vont négocier tout ça. Donc, on apprend à le faire, évidemment, dans les formations psychologieducheval.com. Donc, après ça, une fois que le cheval est rentré dans cet état d'esprit-là, il est venu vers nous dans cet état d'esprit-là, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une connexion qui va se faire, qui va être comme naturelle. Et là, le cheval va comme nous suivre un petit peu partout. Fait que ça, c'est le join-up. On va voir qu'on bouge, puis le cheval nous suit. Et ça a fait exploser la tête des gens à l'époque. C'était comme, ben voyons donc que le cheval va se joindre à nous de manière naturelle.
sans soumission. Bon, il y a eu des études plus tard, c'est un autre truc, mais il y a eu des études plus tard qui ont démontré qu'il y a peut-être un aspect pour le cheval qui est un petit peu de l'ordre du syndrome de Stockholm, mais en tant qu'animaux de proie, qui vit tout de même dans dans un réseau de hiérarchie, il est vrai que de se rallier au plus fort, au bourreau, hein, d'où le syndrome de Stockholm, de s'identifier et de se rallier est une question de survie, de protection et de sécurité. Par contre, dans ce cas-ci, je pense qu'il est tout de même important de dire que à l'époque, ce qu'on veut, c'est le corps du cheval. On veut que son corps nous porte comme ça, comme ça, comme ça. On veut la vitesse, la direction. Et donc, la première chose qui a été faite avec les chevaux, de manière un peu plus typique, c'était de l'amener vraiment dans une force et de placer son corps à l'intérieur de contraintes. Donc, si le corps n'est pas placé comme on le demande, ou va pas dans la direction qu'on demande, on va amener une contrainte et là, le corps va se placer. Et je dirais qu'il y avait certainement des personnes extraordinaires qui vivaient des choses extraordinaires et qui réussissaient avec des chevaux de belles choses. Mais, règle générale, c'est un petit peu comme nos arrière-grands-parents. Ils étaient peut-être super gentils, mais il est bien possible que ce n'était pas, étaient peut-être bien gentils avec leurs enfants, mais il est bien possible qu'on peut s'imaginer qu'ils n'étaient pas nécessairement très au fait des subtilités de la psychologie infantile et donc ça faisait pas d'eux des éducateurs spécialisés, hein. Alors, on peut dire un peu la même chose. Il y a peut-être des gens qui réussissaient très bien, mais règle générale, les choses étaient faites à la dure. C'était violent, c'était physique, c'était contraignant. Et le cheval appartenait à l'homme, je dirais, à part entière. C'est juste toi qui reste. Les autres sont allés à l'intérieur se cacher un petit peu du soleil. Et donc, ça, c'était le Join Up de Monty Robert. Il est allé rencontrer la reine pour lui présenter la méthode. Il a fait le tour du monde avec ça. Le Join Up de Monty Robert, il faut connaître. Il faut parce que pourquoi? Parce que c'est de là d'où on vient au point de vue du horsemanship. On vient de là. On est tributaire de traditions au Québec et au Canada anglais qui ont pris vraiment ce qu'il y avait de mieux aux États-Unis et ça a fait le tour des écuries. Bon. Ensuite est venu, dans les années 70, Pat Parelli. Et Pat Parelli, où il était, il avait commencé à rencontrer des vieux, qui appellent, et c'est lui-même qui le disait, qui avaient commencé à faire ça. Alors, are you doing it? Yeah, I'm doing it. Are you doing it with your horses? Yeah, it is what I'm doing. C'était ça, cette affaire-là. De ce que je peux comprendre des entrevues puis de ce que j'ai suivi, des fois je peux foncer vraiment là, dans le trou du lapin pour aller débusquer tout ça. Ce que j'ai compris de It, c'était que tout d'un coup, il y avait nouvellement une reconnaissance que c'était le relâchement de la pression qui enseignait. Et de ce que je peux voir, cet aspect-là, bon après, qu'est-ce que Parelli a fait avec tout ça? C'est en étape 2. Mais la première étape, c'est Parelli qui raconte parler à des vieux et là, parler, are you doing it? Yeah, you're getting good results. Puis, et là, qui avait ces discussions-là avec les gens, puis qui lui-même, là, commençait à entraîner les chevaux avec cette méthode-là. Et essentiellement, ce que c'était que, oui, on avait compris que pour apprendre à céder en proximité, le cheval, on doit relâcher pour que le cheval comprenne que c'est ça qu'on voulait, que le mouvement qu'on voulait, il nous l'a donné. Mais tout d'un coup, c'était l'idée que le cheval est au bout de la laisse, donc quand même loin, et que la pression qu'on met, on va la relâcher dès
qui a un certain mouvement et on va laisser le cheval réfléchir à tout ça. Parfois, ça va être mâchouiller, ça va être, bon, il va baisser la tête, il va mâchouiller. C'était à cette époque-là. Et là, tout d'un coup, Parelli, à travers ça, parce qu'il est, encore une fois, je ne quantifie pas, je ne qualifie pas, je ne juge pas, j'expose. OK? Ce que je pense de tout ça, ça vient avec, bon, où est-ce qu'on en est maintenant en éthologie? Qu'est-ce qu'on apprend vraiment dans les livres clés et dans les formations en éthologie qui sont maintenant données, donc de l'éthologue Hélène Roche. Ensuite, on va parler aussi de la Canadienne Tillington Jones. Alors, on continue, on est juste sur Monty Robert, sur Parelli. Donc, on a fait Monty Robert, maintenant on parle de Parelli. Et IT, c'était cette idée-là de la progression, de la pression jusqu'à ce temps qu'on ait la réponse, mais surtout du relâchement de la pression et la nouvelle reconnaissance, pensez-y là, la nouvelle reconnaissance que le cheval a besoin d'un petit moment pour lick and chew, hein, lécher et mâcher, c'est comme ça qu'on dit, lick and chew, pour lécher et mâcher, et vraiment là qu'il se passe beaucoup de choses pour lui là-dedans. Alors, IT. Et à un moment donné, Parelli étant bon pédagogue, ayant une grande facilité à communiquer ce qu'il fait et à expliquer à tout le monde, vraiment tous les niveaux jusqu'où on peut aller avec cette méthode-là, il n'arrêtait pas de dire à sa femme Linda Parelli, qui a développé les Horsenality, il n'arrêtait pas de lui dire, tu sais, comment je pourrais appeler ça, tu sais, mais, tu sais, c'est comme un natural horsemanship, c'est comme natural, c'est naturel, bon, c'est comme, comment je pourrais appeler ça, c'est un natural horsemanship, mais Linda a dit, natural horsemanship. Là, j'ai juste, Linda, c'est de la pâte à dents, j'ai juste Elvis Gratton en tête, je suis désolée, les amis. Alors, à partir de ce moment-là, il y a un tracteur qui passe, c'est des choses qui arrivent. Il ramasse avant l'hiver. Hein? Ouf! Avant l'hiver, on est occupé ici. Je vous dis, mesdames et messieurs, si tu as oublié de faire quelque chose et qu'il tombe 4 pieds de neige, ben, c'est dans quelques mois, mais quand même. Donc, Natural Horsemanship est né et il a commencé ses enseignements et a été vraiment en mesure de... comment je pourrais dire? Il a été en mesure de faire... un programme et une progression des enseignements. Donc, il y a 7 jeux avec Parelli qui aident le cheval à être mieux dans sa peau. Et là, je ne sais pas à la dernière minute comme ça, j'espère que vous m'entendez bien, si je suis capable de nommer les 7 jeux. Mais il y a le Friendly Game, ça c'est le jeu d'amitié où tu lui montres que la longe est pas dangereuse. Tu lui montres que la longe n'est pas dangereuse en la chambrière, en touchant la chambrière doucement sur son corps et en l'amenant dans une espèce d'acceptation de ce genre de stimulation-là. Donc, Friendly Game, Porcupine. Porcupine, c'est quand tu fais ça comme ça à différentes places sur son corps pour qu'il cède. Donc, jusqu'à temps qu'il cède en faisant une progression. Mais après ça, tu peux le faire de loin aussi et ça fonctionne, tu fais céder. Donc, Friendly, Porcupine, Circle Game. Alors là, tu amènes le cheval à tourner autour de toi en laisse ou c'est-tu driving game, où est-ce que là, il est en laisse, mais tu stimules pas l'impulsion. C'est-à-dire que il doit être... je fais ça comme le geste. Je suis vraiment là, hein. Quand je commence à parler des chevaux, des trucs de chevaux, mon corps rentre dans une mémoire cellulaire où est-ce que je suis en train de longer un cheval. Donc, le cheval est autour de nous, mais on ne met pas de pression constante parce qu'il doit garder son rythme. Ensuite, il y a ça, c'est 3, 4, 5, 6, 7. Ça se peut-tu squeeze game? Faut que tu le squeezes dans un coin puis tu le fais passer. C'est comme tu commences à pratiquer ton... En tout cas, je les oublie. Je suis désolée pour ceux qui pratiquent Parelli. Je les pratiqué aussi. C'est très bien. Et évidemment, il y a une progression de niveau de difficulté.
Par exemple, avec le driving game, on peut marcher à droite, à gauche et notre cheval continue à tourner autour de nous en cercle malgré le fait que nous, on se déplace. Donc, il y a une espèce de progression de niveau de difficulté là-dedans. Et en fait, on remarque aussi, quand on voit les maîtres travailler, typiquement, c'est qu'on voit qu'ils relâchent toujours au bon moment. Donc, si on prend des vidéos, vous filmez, puis vous regardez au ralenti, vous allez vous rendre compte que vous avez continué à tenir la laisse, tu sais, 3 secondes après l'explosion du cheval ou quelque chose comme ça. Donc, il y a vraiment comme un lien là-dedans. Donc, ça, c'est par Ellie. Ensuite, je suis fortement influencée par Caroline Resnick. J'ai fait son programme de Waterhole Ritual, le rituel du puits d'abreuvoir, de l'abreuvoir ou du trou d'abreuvoir. C'est parce qu'elle vivait aux États-Unis et elle n'avait pas, lorsqu'elle était jeune, il y avait des chevaux, il y avait des Mustangs dans sa cour qui venaient l'été, mais dans sa cour, je veux dire, comme en arrière de chez elle, mais c'était dans le désert. Fait qu'elle partait le matin, mais il était sur des kilomètres. Fait que des fois, elle les voyait pas, puis des fois, elle les voyait. Tu sais, puis elle espérait toujours revoir le troupeau l'année d'ensuite. Puis eux, il y avait tout de même un rituel vraiment autour du puits d'eau, du point d'eau. Donc, elle s'est fait accepter d'eux. Elle a fait accepter sa présence par les chevaux et elle a commencé à un moment donné à les déplacer. Elle a remarqué que c'est comme ça qu'elle a été capable de monter un peu dans la hiérarchie puis d'être vraiment acceptée de tous. Et la façon de les déplacer, c'était de prendre un roseau. Donc, évidemment, c'est une petite fille là, à cette époque-là. Donc, de prendre un roseau et d'arriver par derrière et de les surprendre un petit peu en stimulant donc que le cheval se déplace au pas. Donc, à travers une petite surprise. Et ça, c'est un point clé, là. Donc, oui, il y a un aspect là-dedans qui est déterminé au point de vue hiérarchique, mais pas comme on le pense. En fait, le seul cheval qu'elle n'a jamais réussi à déplacer, c'est, et vous l'aurez peut-être deviné déjà, c'est la jument top du troupeau. Donc, c'est le cheval qu'elle n'a jamais réussi à déplacer. Pourquoi? Eh bien, les deux choses vont ensemble. C'est comme un catch-22 positif. Catch-22, je suis désolée, je ne sais pas comment on dit en français. Plus le cheval est présent d'esprit, prend des bonnes décisions, voit tout et reste calme, même si c'est inquiétant, reste calme pour cogiter, réfléchir et donc comprendre, plus ce cheval-là est présent d'esprit, plus il est leader, plus il est référence. Et pour les autres chevaux, dans la navigation de leur vie de tous les jours. Et donc, elle arrivait et avec un roseau, elle surprenait les autres chevaux en les déplaçant un petit peu. Imaginez le type de pression que ça prend pour déplacer un Mustang sauvage. Pour le fun, là. Visualisez ça. Moi, j'imagine très peu de pression. Donc, nos quarter horse qui sont brisés à l'impulsion, qui n'avancent plus, ça marche pas. C'est complètement non naturel. Donc, c'est beaucoup l'étude du comportement équin et du comportement des chevaux dans la nature qui va nous informer sur ce qui est naturel et non sur le cheval en domestication et qui va nous informer sur ce dont il a besoin pour être bien. Alors, que faisait la jument dominante du troupeau, on va dire dominante, là? Que faisait la jument dominante du troupeau? Elle voyait venir Caroline de très loin et probablement qu'elle lui faisait des oreilles menaçantes en voulant dire « Vous ne passerez pas ». C'est sûr que elle aurait pu se faire charger si elle avait insisté. Et il n'y avait pas moyen de la prendre par surprise, apparemment.
Alors, à partir de là, Resnick a navigué avec un fil conducteur en tête. Et ce fil conducteur-là, ça a été beaucoup dans le temps qu'on va passer dans le troupeau, l'observation de l'œil du cheval, énorme, et la compréhension de notre place dans le troupeau. Donc, c'est une grande influence à moi. Le Waterhole Ritual, sa formation, nous amène à... j'ai envie de dire faire de la co-régulation, de la cohérence cardiaque, mais en fait, elle donne pas la méthode exactement. Maintenant, avec l'Institut du HeartMath, qui œuvre depuis 1994, on a vraiment les clés, puis on a la compréhension de ce qu'on fait quand on fait rien avec le cheval. Là, on comprend beaucoup mieux qu'est-ce qui se passe. Mais bref, Resnick a donné des clés extraordinaires. Par exemple, un cheval qui est extrêmement agressif, maintenant, en sciences du comportement, on a des blocages spécifiques, pas pour le bloquer, pas parce que s'il est agressif, nous autres aussi on va être agressifs, mais tout simplement parce que si le cheval est agressif, on va relâcher sa tension en faisant un blocage qui va l'amener dans un état d'esprit vraiment comme saisi. Et à partir de là, puisqu'il n'est pas en laisse ou il n'est pas attaché, il n'est pas retenu, mais il est dans un endroit de liberté, il va arriver en état d'esprit plus rapidement. Et donc, parce que le cheval qui charge, c'est ultimement le cheval qui a le plus peur. Hein? Sa peur est tellement grande, son refus est tellement grand que il entre dans la lutte pour se débarrasser de la situation. C'est aussi le cheval agressif, le cheval qui a d'une grande vitalité et qui n'est pas mort à l'intérieur. Comme on dit des fois, lui est mort en dedans. La pétrification dont on parlait là, pour le cheval au débourrage qui est jeté par terre et empêché et ligoté. Alors, Resnick, juste pour être clair, là, parce que je dis des choses des fois, puis c'est toujours des parenthèses qu'on pourrait ouvrir. Là, on pourrait faire des thèses de doctorat sur toutes ces choses-là. Mais une chose qu'il faut comprendre dans l'étude du cheval en liberté, des chevaux férots, c'est que ce qu'on va appeler troupeau, ça va être la 50, centaine de chevaux qui partagent un domaine de vie, hein, parce que ce n'est pas un territoire, ils ne sont pas territoriaux. Donc, ils vont partager un domaine de vie. Ils vont se retrouver potentiellement au point d'eau, hein, d'où le nom de la formation de Resnick, le Waterhole Ritual, le rituel du point d'eau. Donc, on va faire un rituel avec les chevaux qui ressemble à ce qu'on peut faire avec ce que les chevaux font ensemble lorsqu'ils se retrouvent justement à ce point d'eau-là. Donc, les centaines de chevaux, ou 50, ou 20, ou peu importe, que vous soyez au Maryland, où là, les chevaux sont en liberté aussi, ils vont complètement négocier leur relation interclan. Donc, ce qu'on va appeler le troupeau, ça va être tous les chevaux qui vivent sur ce domaine-là. Et ce qu'on va appeler les clans, ça va être ce que nous, on appellerait les troupeaux individuels. Donc, les clans individuels qui sont formés d'entre 4 à 8 chevaux qui, donc, se connaissent, qui se côtoient, qui gèrent bien leur relation, hein, c'est pas, ils sont pas fous là. Je veux dire, les étalons savent qui aller chercher, comment je pourrais dire, avec qui ils ont des liens, qui étaient leurs amis, avec qui ils ont grandi, mais maintenant ils appartiennent à deux clans différents. Donc il y a vraiment je tombe là-dessus, c'est trop bien. Przewalski. La petite morsure sur le cou pour dire fais-moi de la place, ou bien pour haranguer, pour amener l'autre cheval à répondre, hein, avoir stimulé la réponse de l'autre cheval. Donc ça, c'est Carlin Resnick. Elle écrit toujours des belles choses, j'adore ses posts, ses courriels, tout ça, c'est très inspirant.
Ensuite, il y a ensuite Warwick Schiller. Parlons de Warwick Schiller. Donc, non, Linda Tellington-Jones. Linda Tellington-Jones, c'est une Canadienne. C'est elle qui a inventé le T-Touch. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est quoi son livre? C'est qui elle? Linda Tellington-Jones, Getting in T-Touch with Your Horse. Elle a écrit beaucoup, il faut la connaître. C'est une grande femme des chevaux au Canada, de l'Alberta à l'origine. Elle a développé la technique T-Touch, qui est une technique douce de massage, mais elle va tellement plus loin que ça, hein, de massage des fascias. Et elle va tellement plus loin que ça. Son livre ici est à propos de la conformation, à propos des traits de tempérament en lien avec les caractéristiques physiques. Alors, comme les chiens ont certaines caractéristiques physiques et ça détermine un petit peu psychologiquement où ils sont, quelles sont leurs tendances, puis tout ça. Le cheval, c'est la même chose. Donc, le placement des oreilles, la grandeur de la bouche, la grosseur de la joue, la droiture du chanfrein ou les bosses sur le chanfrein ou le chanfrein concave ou convexe, nous disent quelque chose sur le cheval. Ensuite de ça, le flûtage des naseaux, le flûtage des oreilles. J'ai dit la grandeur de la bouche. Ensuite, le type d'œil. Elle décortique aussi le menton. Elle explique toutes les différentes caractéristiques et donne des qualités à ces caractéristiques-là qui, en fait, sont en lien avec les bridages qu'on a fait. Hein? Je veux dire, quand on a voulu un cheval qui était plus froid, moins réactif, qui était capable de tirer, de pousser, comme le Canadien, eh ben on a choisi les chevaux qui étaient plus froids, qui étaient capables de pousser, qui avaient des pattes solides. Et donc, on a en quelque sorte, pas en quelque sorte, on a vraiment créé, parce que c'est nous qui avons fait l'élevage des chevaux, il n'existe aucun cheval sur la Terre. Attention, là. Il y en a qui ça leur a brisé le cerveau sur les médias sociaux. J'ai brisé le cerveau à du monde avec ça. Il n'existe. C'est pas moi qui le dis, là. C'est pas moi qui... C'est pas du Valérie, là. Moi, j'ai fait des études, c'est tout, là. Il n'existe pas sur Terre un cheval qui soit issu réellement, dans toute sa lignée généalogique, d'un élevage naturel, d'une sélection naturelle. Tous les chevaux qu'on connaît sont issus, en quelque part, d'une sélection de l'humain. Les chevaux qui sont sauvages aux États-Unis, leurs ancêtres étaient en captivité il y a 200-300 ans de ça, ou 100 ans même. Et ils sont retournés en nature. Donc maintenant, il y a une sélection naturelle qui se fait. Mais les bases génétiques, la génétique, nous avons tout de suite intervenu il y a 6000 ans. Nous avons commencé à intervenir au point de vue de la génétique du cheval et nous continuons de le faire. Donc, est-ce que vous avez vu des fois des photos des années 50, 60, puis là, vous regardez les chevaux, puis vous vous dites, non, mais c'est comme pas pareil. On dirait qu'ils ont changé. Il s'est passé quelque chose, on dirait. Ben, en fait, je cherche des vieilles photos. En fait, les encolures se sont allongées. Oui, alors ce serait peut-être une différence qu'on pourrait tout de suite reconnaître dans une période assez courte. C'est que les éleveurs ont préféré les chevaux qui avaient un plus long cou. Et il y a même des chevaux dont on dit qu'ils ont tellement des courtes pattes et des longs encolures qu'ils doivent comme se positionner mieux pour pouvoir brouter. Donc, il est rendu qu'il y a quelque chose de comme non naturel un petit peu là-dedans. Donc, c'est nous qui les avons fait. On ne sait pas à quoi ressemblerait une lignée de chevaux qui aurait évolué tout à fait sans l'homme. Donc, on a choisi... C'est nous autres qui choisissons votre bouffe. Vos partenaires, on vous enlève vos bébés, on choisit les troupeaux. Donc, il n'y a pas de sélection naturelle non plus dans les différents clans. Nous les mettons ensemble. Hein? Donc, la vie en domestication, c'est pas banal pour le cheval et ça reste un animal de proie
qui ressent les choses très, très, très fortement et qui est beaucoup, beaucoup dans la peur et dans la fuite. Donc là, avec Monty Roberts, le monde du cheval trouve une façon très, très simple et très sans trop de technique pour aller vivre un moment de connexion avec le cheval et amener le cheval à être davantage confortable avec notre présence, tout ça, à travers du join-up. C'est un début, ça fait le tour du monde. Ensuite de ça, Parelli fait une belle job à populariser les principes de base aussi de la psychologie du cheval. Ils sont claustrophobes, peureux, hein, il nous l'a tellement répété. Donc, une belle... beaucoup d'éducation de Parelli, qui a fait le tour du monde également. C'est pas rien, quoi que vous pensez de la méthode, parce qu'il se passe plein d'autres choses, et il y en a eu plein d'autres, évidemment. On a parlé de Resnick. Linda Tellington-Jones, en fait, j'aime sa façon de radicalement amener l'humain à comprendre que chaque cheval peut être amené à faire certaines choses, mais pas, on peut pas s'attendre à tout de chaque chevaux. Donc, il y en a qui ont certaines prédispositions physiques et psychologiques à être capable de faire, par exemple, des compétitions d'endurance. Hein? Qui, en éthologie, les compétitions d'endurance, là, une semaine au galop dans des roches, non, j'exagère, excusez, je niaise. Une semaine au galop sur le sommet d'un volcan, là, tu sais, avec 2 litres d'eau, là, puis... mais le sport d'endurance en éthologie, selon les recherches, c'est le sport qui qui stresse le moins le cheval. Je tenais à le mentionner. Donc, parlons-en d'éthologie. Eh bien, dans les volumes intéressants, la Bible de l'éthologie, donc de Margret Zeiter-Feitsch, l'allemande, parce que l'Allemagne, il se passe beaucoup de choses en Allemagne pour le horsemanship. Et d'ailleurs, Linda Tellington-Jones est allée en Allemagne, elle parle allemand, elle a fait beaucoup de trucs là-bas, elle a été bien populaire là-bas. Et les filles de Horse Speak aussi sont souvent appelées à aller en Allemagne. Et on va parler d'elles également, parce qu'elles font partie de la nouvelle lignée. Donc, on a parlé de Parelli. Linda Tellington-Jones, eh bien, elle est à connaître. Je dirais que comme elle est, je sais pas si elle est décédée, je suis désolée, mais bref, il est certain qu'elle a un certain âge et que ses méthodes d'entraînement et de reconnaître le cheval puis tout ça, et la méthode de T-Touch, de massage, était beaucoup plus active dans les années 90, les années 2000, je dirais. C'était beaucoup plus populaire, mais ça reste très, très populaire au Canada anglais et aux États-Unis. Ensuite, Warwick Schiller. Fait que Warwick Schiller, c'est un gars de l'Australie, un monsieur de l'Australie. Et j'ai eu la chance extraordinaire de m'entretenir avec lui 2 heures sur Zoom à parler de stress, en fait. Il représente, à mon avis, le meilleur de ce qui est en train de se passer présentement en horsemanship, qui est vraiment le trauma-informed horsemanship. Alors, écoutez, j'en parle pas comme ça à tout vent, mais là, vu que j'explique, que je déballe un petit peu plus, ça me va de le mentionner. Mais trauma-informed horsemanship, c'est d'être en relation avec le cheval et que nos méthodes soient informées par la compréhension du trauma. C'est-à-dire que l'éthologie, les études nous expliquent toujours mieux le système nerveux du cheval, les traumas, comment sortir les chevaux des traumas, comment ne pas faire accumuler de traumas. Hein? Le trauma, c'est une parenthèse là, parce qu'on en reparlera. Le trauma, il arrive lorsque le cheval entre
dans un état psychologique et physique de fuite et de lutte, mais qu'il est retenu, empêché et obligé. À ce moment-là, tu as tout s'aligne. Je cherche la photo du système nerveux pour vous le montrer. Là, j'ai le squelette, j'ai le cœur. Ah, j'ai juste le dorsal et le vagal. Alors, le trauma informé par... Ah bon, on a un petit peu là, une partie ici, où on voit le cœur et le début des nerfs et le vagal et le dorsal. Donc, Warwick Schiller, c'est un gars de horsemanship, western, évidemment. Maintenant, il habite en Californie. Puis en fait, il a été toujours dans la performance. Et ce qu'il disait, c'est, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'entraînais des chevaux pour des gens, je les obligeais à faire des choses, que je mettais des pitons, simplement que le cheval le prenne, puis qu'après ça, la cliente partait avec son cheval, puis en espérant que ça allait aller. Et il y a eu un gros... et maintenant, il a intégré, c'est un des seuls, où il y en a peu, en tout cas, qui a intégré dans ses enseignements une réelle compréhension du système nerveux du cheval, des différents niveaux de stress et il parle d'avoir eu le déclic à un moment précis pendant une clinique. Je vous dis ce qu'il raconte là-dessus. C'est drôle parce que quand il fait ses blogs, ses posts Facebook ou je le suis sur YouTube. D'ailleurs, rendez-vous sur YouTube, psychologieducheval.com, abonnez-vous. Psychologie du cheval sur YouTube, le site web psychologieducheval.com. Il va souvent parler de « je suis allée à une retraite avec ma femme, on méditait, blablabla ». Tu sais, il est toujours en train de faire des trucs de développement personnel, évidemment. Donc, il raconte qu'à un moment donné, dans une clinique, il est dans l'aréna, il y a 6 chevaux là avec leur propriétaire. Et les propriétaires ont les chevaux en laisse. Puis à un moment donné, il va vers un cheval et la propriétaire dit, il se laisse jamais, j'ai pas le droit d'aller comme sur son côté gauche, mettons. Whatever, son côté gauche à lui, côté au moment. Il lutte vraiment. Et là, Schiller est allé vers son côté gauche. Le cheval a comme tourné la tête vers lui et il dit, habituellement, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais dégagé la tête, j'aurais tassé la tête, j'aurais bougé la tête pour aller sur le bord du cheval. Et là, j'ai reculé et j'ai arrêté. Et je suis passée à autre chose. Et 10 minutes plus tard, le cheval se couchait dans le manège et dormait. Et il a dormi 3 jours. Le lendemain, la clinique du lendemain, même chose, il arrive dans le truc, à un moment donné, pouf, le cheval se couche et il dort de tout son long. En réalité, ce que Warwick venait d'entamer, c'était vraiment la réécriture de la mémoire, la consolidation de la mémoire. Donc, c'est des choses qu'on voit dans mon cours. Et à partir de ce moment-là, il a compris quelque chose et il est allé vers complètement autre chose. Donc, comment je pourrais dire? Il y a une reconnaissance tout d'un coup qu'il y a les techniques pour faire des choses aux chevaux, mais qu'est-ce qu'il vit lorsqu'il est en train de faire des choses? Qu'est-ce qu'il vit? Quel est son état psychologique? À quoi ressemblent ses refus? Et ça nous amène à la prochaine étape, la prochaine gang dont je veux parler, qui, Horse Speak, on en a parlé souvent. Le livre de Horse Speak, probablement que c'est en français également. Moi, je les ai en anglais. Je suis allée sur place. Donc, on a plein d'exemples comme ça, plein de photos de A, B, C, D. Et Sharon Wilsey puis Laura, elles ont en fait, à travers des chevaux très, très difficiles avec lesquels elles ont travaillé, elles ont été capables d'identifier 15 boutons sur le corps du cheval que les chevaux utilisent pour se
parler entre eux. Donc, ils se parlent entre eux en pointant le nez et les yeux. Et de temps en temps, ils ont de temps en temps. Et lorsque les conversations portent sur l'environnement et l'espace, ben à ce moment-là, et les ressources, à ce moment-là, c'est comme ça qu'ils vont se demander des déplacements à travers ce genre de manipulation-là, à travers ce genre de pression-là, des yeux et du nez, de pointer le nez. Alors, Horse Speak, ce que c'est trauma-informed, mais eux, ils vont pas très, très loin dans la résolution du trauma et la réécriture de la mémoire. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vont te montrer comment... toutes les questions de base, là. Comment le cheval, si lui écrivait l'histoire et le scénario, comment il aimerait que tu ailles le rencontrer au champ? Quand et comment lui mettre le licou? Et quoi faire s'il a une hésitation à ce que tu lui mettes le licou? Comment l'amener dans la détente, donc la stabilisation, la co-régulation. C'est sûr que ça fait des miracles pour les propriétaires qui ont des gestes vraiment pas appropriés. Et des fois, c'est pas des gestes ultra inappropriés, mais ça fonctionne quand même pas pour le cheval parce qu'il a une certaine charge de trauma et une certaine charge émotive et physique qui empêche son psychologique d'avoir l'espace pour reconnaître dans la détente que vous venez à sa rencontre avec gentillesse et bienveillance, puis tout ça. Donc, le cheval qui a eu des traumas, si on lève la main comme ça, exemple, ben nous, on veut le flatter, mais pour lui, ça peut être carrément mémoire cellulaire. Schlac, il y a un spasme tout de suite. Et là, le soleil commence à plomber solide. Je vais probablement vous laisser là-dessus. Ça a été super cool de parler de tout cet univers-là, de nos traditions, puis tout ça. Et j'aurais bien envie, à un moment donné aussi, de parler de ce que les étudiants qui sont à l'extérieur du Québec me disent sur leur pays, sur comment vivent les chevaux là-bas. Une chose est sûre, c'est qu'au Québec, on a beaucoup d'espace pour garder nos chevaux, très simplement. Et on a beaucoup de nourriture aussi. On a du bon foin pour eux. Et typiquement, on est très sensible au fait de garder nos chevaux en gang, à l'extérieur, avec de la nourriture 24H. Je trouve que on n'est pas toujours doux avec nous-mêmes ou acceptant de nous-mêmes. On pense qu'au Québec, on est reculé, on pense que... Mais c'est pas le cas, tout à fait. On a une belle conscienciosité des besoins du cheval. C'est pas unanime, le travail n'est pas fini, on continue, c'est certain, c'est pas parfait nulle part. Mais monsieur, madame, tout le monde peut se permettre, si c'est son rêve, de garder un cheval en pension sans que ce soit là, extraordinairement impossible. Donc, il y a un beau privilège qu'on a au Québec d'avoir tout cet espace-là, toute cette nourriture-là à un bon prix. Lorsque j'étais en Floride pour me former, la balle carrée coûtait 14 $ US. Puis ça fait 10 ans de ça. Ça fait que on peut juste imaginer. Hein? Alors, sur ces bruits de camions, je vous dis au revoir, que le cheval soit avec vous. N'oubliez pas, si le cœur vous en dit, je suis pas du tout gênée de vous pousser dans ce sens-là. Considérez prendre la formation de certification de psychologie du cheval ou prendre le cours de débourrage. Le niveau est élevé. C'est pas une formation mince là où vous apprendrez rien là. C'est une formation riche qui amène vraiment les dernières avancées en termes de sciences du comportement, mais rendu vraiment concret sur le terrain pour avoir vraiment là une vision du cheval qui est complètement à l'extérieur là, des traditions là, à 2 scènes, puis à l'extérieur de ce que monsieur, madame, tout le monde dans le monde équestre
peuvent avoir parce que l'étude nous amène un œil qui se raffine, une analyse qui pousse davantage. Un peu comme tu connais bien des gens, tu as connu des gens toute ta vie, ça fait pas de toi un psychologue. Ça, c'est une autre affaire. Alors, la psychologie du cheval, c'est également dans l'action, sur le terrain, mais on sort complètement du cadre de horsemanship, d'enseignement. C'est complètement un autre truc. Et quand on applique les techniques et on fait les méthodes, en fait, on est vraiment en train de mimer silencieusement des choses que le cheval comprend et d'avoir les bons gestes, justement, pour l'amener dans une plus grande compréhension puis une plus grande... Donc, c'est vraiment à l'extérieur de tout ce qui se fait et c'est rafraîchissant de savoir qu'enfin, il y a quelque chose qui ressort des recherches scientifiques et qui peuvent être vraiment applicables, très concrets sur le terrain. Alors, psychologieducheval.com, que le cheval soit avec vous. Je vous souhaite une excellente journée et on se revoit pour un autre épisode.